Bonjour à tous et bienvenue à notre réunion de rentrée du Braise Lab. Meilleurs vœux à vous tous et à vous toutes, parce que on peut encore le dire. Meilleurs vœux au Braise Lab. Et puis, meilleurs vœux aussi à nous pour l'année qui vient, parce que l'actualité nationale et internationale renforce, je pense, la nécessité et la pertinence de notre espace. Face à la brutalité, à la désinhibition au niveau international, et ça ne s'est pas amélioré depuis notre dernière rencontre du mois de décembre, face aussi à la fragmentation, au doute, au paysage chamboulé, à l'inquiétude au niveau national, nous devons continuer à constituer cet espace apaisé de réflexion et de proposition qui est un espace, je crois, unique en Bretagne. Nous ne sommes pas un parti politique, je le dis pour Bernard, mais il le sait, et nous n'avons pas l'intention de le devenir, mais nous continuerons à agir sur nos deux priorités, nos deux axes, nos deux piliers qui font notre spécificité. D'abord réfléchir et agir pour la Bretagne, dans la perspective des transitions, des modèles que la Bretagne doit vivre, et nous avons en particulier en 2024 beaucoup réfléchi sur ces sujets, rappelez-vous, sur le logement, sur la décentralisation en particulier. C'est notre dimension, notre côté laboratoire que nous devons poursuivre en le faisant savoir. Et puis, par ailleurs, échanger et approfondir nos analyses sur les enjeux liés à la démocratie et à l'Europe qui sont au centre de nos engagements, à un moment où la question de la démocratie est posée. Vous savez, on vivait depuis longtemps sur le fait qu'elle était incontournable, qu'elle allait infuser partout, qu'elle était la réponse aux crises. Et aujourd'hui, elle est menacée dans ses fondements. Il faut la repenser et aussi la défendre. Mais Bernard en parlera tout à l'heure. Et puis, à un moment aussi où, s'il n'y a pas un réveil stratégique de l'Europe, l'Europe risque de sortir de l'histoire. Je ne vais pas revenir sur tout les propos que tenait Enrico Letta ici, il y a quelques jours au mois de décembre, dans le cadre de notre dernière réunion du Braise Lab. Donc dans cette perspective-là, de l'action à poursuivre, nous sommes très heureux d'accueillir Bernard Cazeneuve ici. Je vous demande de l'applaudir et de la faire. Pour qu'il contribue à nos débats. Alors, je suis très heureux personnellement de l'accueillir ici, puisque nous en disions deux mots il y a un instant. En fait, nous nous connaissons depuis les années 90, peut-être même avant. Il a beau être normand, ça n'empêchait pas les complicités, en particulier les complicités maritimes, puisque nous sommes rencontrés, en fait, place Fontenoy au ministère de la Mer, quand j'ai exercé des fonctions et avant qu'il en exerce d'autres. Et nous avons eu, dès le départ, une complicité qui ne s'est pas démentie depuis. Et puis nous avons été ensemble, ça a été rappelé par Céline tout de suite, ministre sous le quinquennat Hollande, ministre de l'Intérieur et moi ministre de la Défense. Et puis j'ai été sous ses ordres quand il était Premier ministre. Je pense que j'ai été discipliné. Enfin, en plus, nous avons agi ensemble. Nous avons agi ensemble beaucoup sur des sujets qu'on va aborder tout à l'heure dans la lutte contre le terrorisme, puisque nous avons vécu ensemble à nos postes de responsabilité qui étaient sensibles toutes les périodes de lutte contre le terrorisme, en ce qui me concerne sur l'extérieur, singulièrement au Mali et en Irak, et en ce qui le concerne sur l'intérieur, en particulier au moment des attentats dont nous marquons le 10e anniversaire cette année, ceux de janvier 2015, mais ceux de novembre 2015, plus les autres. Et nous avons agi ensemble au cours de cette période, chacun dans notre niveau de responsabilité, dans une période extrêmement rude. Ce qui m'a beaucoup frappé, je le dis à Bernard là, quand j'écrivais ces propos d'introduction, je me rappelais ce moment. Ce qui m'a beaucoup frappé chez lui, chez toi, c'est la période au cours de laquelle nous avons défendu, tu as défendu avec moi en soutien, un texte de loi sur le renseignement au Sénat et à l'Assemblée nationale, puisque dans cette période de crise, il fallait adapter nos outils à la nouvelle donne de communication, aux menaces qui me faisaient sur nos communications, sur en particulier l'usage d'Internet à des fins terroristes.
Nous avons réfléchi ensemble sur les interceptions de sécurité, mais avec toujours le souci de faire en sorte que l'état de droit soit respecté. Donc essayer en permanence de rester sur la ligne de crête entre les besoins de la lutte contre le terrorisme et le respect de l'état de droit, de faire en sorte que les deux forces qui assurent notre sécurité soient à la fois les moyens de lutte contre le terrorisme, mais aussi le cadre légal pour que ces deux forces s'épaulent mutuellement pour le respect de la démocratie. Et nous sommes là encore toujours dans l'actualité. Je voudrais aussi souligner, au-delà du terrorisme d'obédience diverses auquel j'ai fait allusion, le fait que Bernard Cazeneuve a toujours été, pendant cette période et toujours maintenant, à l'avant-garde pour dénoncer les méfaits de l'islamisme radical, source de violence, source de dislocation de la société et, in fine, source de totalitarisme et de rupture avec les valeurs de la République. Et nous sommes tout à fait dans ces enjeux-là aussi aujourd'hui. Les valeurs de la République qui sont remises en cause aujourd'hui, avec, me semble-t-il, je terminerai là-dessus, parce que c'est un point d'interrogation majeur pour nous tous, je pense, qui est celui du fait que la négation de la vérité des faits se répand aujourd'hui comme un poison. Le déni de vérité devient un mode de gouvernement et devient une forme de banalité pour la conquête du pouvoir, voire pour la manière de gouverner. Et la liberté individuelle absolue, qu'on en appelle le libertarianisme ou le libertanisme, comme l'on veut, rejoint d'une certaine manière une forme de nationalisme et de néo-impérialisme dans une confusion assez nouvelle et très dangereuse sur le fait que la vérité et la négation de la vérité sont traitées de la même manière, ils ont le même statut, en particulier diffusés par des réseaux sociaux non contrôlés. Si bien que nous sommes d'une certaine manière dans la perspective de chaos sans perte de repère. Je donne un exemple pour terminer. Hier soir, vous avez peut-être vu les déclarations de Vladimir Poutine disant deux choses. Un, que si Trump avait été président en 2020, il n'y aurait pas eu de guerre en Ukraine. Ce qui veut donc dire qu'il considère qu'il n'a pas agressé l'Ukraine et que c'est l'Ukraine l'agresseur. Et que de toute façon, s'il n'y aurait pas eu de guerre, c'est-à-dire qu'on aurait laissé les Russes pénétrer ou alors ils n'auraient pas osé agir. Mais je pense que c'est la première hypothèse qui est la bonne. Mais surtout, il dit dans ses propos, si on n'avait pas empêché les vrais résultats des élections de 2020 aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il prend à son compte la fake news permanente qui a été diffusée aux États-Unis par le président Trump depuis 2020, comme quoi ces élections avaient été truquées. Donc on est dans le déni de vérité en permanence et dans le fait que le discours de vérité, le discours des faits est remis en cause, elle est relativisée en permanence et c'est ce qui touche au fondement de la démocratie. Alors je sais que sur tous ces sujets, Bernard Cazeneuve a une parole forte et je vais lui laisser. Bien, Madame la Ministre, chère Françoise, Monsieur le Ministre, cher Jean-Yves, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes vœux, puisqu'il est encore temps de le faire, de vous dire le très grand plaisir que j'ai d'être en Bretagne, ici à Rennes, région qui souvent, dans l'exercice des responsabilités politiques et ministérielles, m'a offert l'hospitalité de son territoire. Et puis un grand merci à Jean-Yves de m'avoir offert l'opportunité de vous retrouver ce matin. Je sais qu'il tenait à ce que nous puissions être ensemble pour évoquer ce sujet ici en Bretagne. Jean-Yves a eu raison de dire à quel point nous avons été liés dans le combat contre le terrorisme dans une période où notre pays n'était pas épargné par les attaques. Souvenez-vous la liste des moments tragiques auxquels nous avons été confrontés. Qu'il s'agisse de l'attentat contre les dessinateurs et caricaturistes de Charlie Hebdo, de l'attentat contre l'épicerie Hyper Cacher, de l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe à Montrouge, de la tuerie terrible du Stade de France à Saint-Denis, des terrasses de café et du Bataclan, de la
terrible nuit du 14 juillet 2016 à Nice, de l'assassinat du père Hamel dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray, de l'assassinat d'Hervé Cornara à Saint-Quentin-Fallavier dans l'Isère. Bref, je pourrais égrener la liste de ces événements qui, en 2015, 2016, 2017, ont endeuillé notre pays et l'ont plongé dans un sentiment dont vous avez le souvenir, car c'est un sentiment que nous avions en partage à l'époque et qui est le chagrin. Le chagrin et en même temps la dignité dans le chagrin, puisque vous avez aussi en mémoire, j'en suis convaincu, la grande manifestation du 11 janvier à laquelle nous étions avec Jean-Yves et qui a vu beaucoup des chefs d'État de la planète rejoindre le gouvernement français et le président François Hollande pour dire la détermination de tous ceux qui avaient été choqués de voir notre pays atteint dans ses libertés fondamentales, avec une violence extrême destinée à le faire vaciller, demeurer debout malgré l'épreuve, par la mobilisation de tous ceux qui, dans l'État, pouvaient assurer la protection des Français, mais aussi la mobilisation de tous ces citoyens qui avaient décidé, en dépit de l'extrême violence qu'ils avaient subie dans leur âme ou dans leur chair, de ne jamais se diviser, de ne jamais laisser la société française se fracturer sous l'effet de la violence extrême. Unité et indivisibilité de la République, réponse puissante de notre pays face à la violence terroriste, dans un contexte où cette unité, cette indivisibilité se sont affirmées non pas de façon abstraite, non pas de façon conceptuelle, mais autour des valeurs que nous avons en partage, liberté, égalité, fraternité, mais aussi laïcité, mais aussi altérité, c'est-à-dire capacité de se mettre à la place de l'autre lorsqu'il peut parfois être différent de ce que nous sommes nous-mêmes, et refuser de commettre à l'égard d'autrui la moindre violence parce que chacun voit dans l'autre son semblable. C'est cela l'altérité. C'est cette conscience profonde que nous avons d'appartenir à la même civilisation, la civilisation unique, la civilisation humaine, le fait d'appartenir à la même espèce, d'avoir une responsabilité particulière sur la planète, dans l'univers, où la morale rencontre l'esprit critique et la conscience, tout cela nous obligeant à avoir un comportement de respect de l'autre. Et de respect de l'autre, notamment lorsqu'il ne pense pas comme on peut penser soi-même, parce que sans ce respect, il n'y a pas de démocratie. Et la démocratie, elle commence par la capacité à vivre ensemble avec tous ceux dont on ne partage pas les convictions, mais parfois même dont on s'apprête à combattre les orientations politiques, mais dans ce minimum de respect qui permet dans les institutions de pouvoir s'affronter sans jamais laisser la société se fracturer. Eh bien, ce sont ces principes, ces valeurs que nous avons en partage avec Jean-Yves Le Drian et qui nous ont conduits pendant toute cette période où nous étions fortement ébranlés par les événements à agir ensemble. Alors je voudrais, si vous en êtes d'accord, peut-être commencer par le récit de ce que nous avons vécu, vous dire comment nous avons réagi pour tenir, et puis peut-être conclure par ce par quoi Jean-Yves concluait lui-même, c'est-à-dire est-ce que l'état du monde tel qu'il va, tel qu'il se présente à nous, après les récentes échéances électorales qui se sont produites aux États-Unis notamment, mais qui vont se produire dans quelques semaines en Europe, je pense notamment à l'élection allemande, après le discours très tonitruant, et de ce point de vue-là assez inédit, de Donald Trump au moment de la cérémonie d'investiture, le relais donné à ces propos par ceux qui sont à la tête des grands réseaux sociaux, je pense à Musk, je pense à Zuckerberg, qui ont indiqué ne plus souhaiter procéder à aucune régulation de ces réseaux au nom de la liberté d'expression. Il nous faudra déchiffrer tout cela, savoir ce que cela signifie en fait, et quelles conséquences ce type de positionnement peut avoir sur la démocratie et sur ses équilibres. Il me paraît utile, pour conclure le propos, d'ouvrir la réflexion sur ces enjeux très contemporains, qui ne sont pas nationaux mais mondiaux, mais qui sont des enjeux qui auront sur chacune de nos nations des conséquences absolument incroyables.
D'abord, lorsque nous arrivons en 2012 aux responsabilités, nous sommes très loin d'imaginer l'ampleur du choc terroriste que la nation connaîtra. Il y a eu, Jean-Yves s'en souvient, en mars 2012, les premiers attentats commis à l'encontre de compatriotes de confession juive ou de soldats de confession musulmane à Toulouse et à Montauban par Mohamed Merah. Au moment où ces événements se produisent, nous sommes au cœur de la campagne présidentielle. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période, il y a plus de 10 ans maintenant, 12 ans. Mais l'idée qui domine alors, c'est qu'un individu qualifié de loup solitaire a procédé pour des raisons qui tiennent vraisemblablement davantage à son déséquilibre mental qu'à son adhésion à une idéologie totalitaire et violente, des crimes abjects qui ont touché des enfants, des enseignants. Il s'avère que les enfants et l'enseignant sont de la même famille, la famille Sandler, à Toulouse, dans une école au Zaratora, et puis des militaires, en raison simplement de leur appartenance religieuse, ou simplement parce qu'ils portaient un uniforme qui, aux yeux de celui qui avait décidé de les tuer, incarnait l'ordre républicain, le respect de l'état de droit, une certaine conception de ce qu'est la société lorsque l'État met au service de celle-ci ce que l'on appelle le monopole de la violence physique légitime, c'est-à-dire les moyens dont il dispose pour imposer à ceux qui voudraient enfreindre le droit par la force, une force supérieure à celle de la violence la plus barbare, qui est la force de l'État matérialisant son autorité. Il s'avère que pendant la crise terroriste, Jean-Yves et moi étions à la tête des forces qui, par leur uniforme, incarnaient cette autorité. Jean-Yves, les armées, et moi, les forces de sécurité intérieure, la police, la gendarmerie, ces forces concourant ensemble, chacune selon leurs responsabilités, leurs compétences, à la protection des Français dans un contexte de crise terroriste aiguë. Mais lorsque nous arrivons, nous n'imaginons pas que des centaines de jeunes Français partent sur les théâtres d'opérations terroristes en Irak et en Syrie, attirés par des groupes islamistes, qui combattent un régime qui est abject à nos yeux, celui de Bachar el-Assad, qui se présente comme une opposition à ce régime dont on sait comment il traite ses opposants, y compris les plus jeunes de ses opposants et parfois les enfants. Et lorsque j'arrive au ministère de l'Intérieur, très précisément le 2 avril 2014, mon prédécesseur, devenu Premier ministre, Manuel Valls, me dit « Il y a des centaines de jeunes qui partent sur les théâtres d'opération, embrigadés par le Jabhat el-Nosra. Daesh n'existe pas encore, Daesh existera à partir de l'été 2014. Et ces jeunes qui sont embrigadés sur les théâtres d'opération reviendront en France, endoctrinés, enrégimentés, intellectuellement enrôlés, et lorsqu'ils reviendront, eh bien, ils commettront des crimes au nom d'une conception dévoyée, rigoriste, rétrograde, obscurantiste de la religion musulmane. Lorsque j'arrive à Beauvau, il y a 400 jeunes, en avril 2014, qui sont partis sur le théâtre des opérations terroristes. Et lorsque l'attentat contre Charlie Hebdo se produit, c'est-à-dire 8 mois plus tard, il y en a 1200. Et Jean-Yves comme moi, nous sommes confrontés, au moment où cette menace apparaît dans sa globalité, sa puissance et sa dangerosité, à un phénomène qu'il faut décrire et qui résulte d'une juxtaposition d'éléments qui ne sont pas tous à mettre sur le même plan, mais qui concourent tous à nous priver des moyens d'être efficaces dans la lutte antiterroriste. Premier élément, il faut bien en parler un peu, sans esprit polémique, la révision générale des politiques publiques. La révision générale des politiques publiques, c'est, je parle sous le contrôle de Jean-Yves, moins 54 000 militaires au ministère des Armées. C'est au ministère de l'Intérieur, moins 13 000 policiers et gendarmes. C'est pas rien. C'est au ministère de l'Intérieur une réforme des renseignements qui a conduit à la fusion de la DST, Direction
de la sécurité du territoire et des renseignements généraux pour faire la direction centrale du renseignement intérieur. Mais cette réforme a privé tous les territoires du renseignement territorial, ou des renseignements généraux qui avaient pour rôle d'identifier les signaux faibles de radicalisation. Et comme la révision générale des politiques publiques a aussi touché les services de renseignement, les effectifs qu'on a en moins dans la police, on les a bien entendu en moins dans les services de renseignement. Bon. Nous avons par ailleurs une loi sur le renseignement. Jean-Yves a très bien fait de l'évoquer parce que c'est un élément déterminant de la lutte antiterroriste, qui, en 2014, date de 1991, c'est-à-dire d'une époque où il n'y avait ni téléphone portable ni Internet. Nous avons des terroristes qui communiquent entre eux par des moyens cryptés, qui achètent des armes sur le Darknet, et des services de renseignement qui ne peuvent pas intervenir pour entrer dans les communications cryptées, qui n'ont pas les moyens d'utiliser des techniques qui permettraient de prévenir l'acte terroriste en identifiant à travers les communications la préparation de ces actes. Et si les services venaient, pour des raisons qui tiennent à des nécessités de sécurité intérieure, à utiliser des moyens que la loi ne les autorise pas à utiliser, alors ils se trouveraient en situation d'infraction grave, d'infraction pénale. Bon. Donc ça, c'est pour vous donner le paysage. Je vais rajouter quelques éléments de contexte, en plus de ce que je viens de vous dire, mais vous ne pouvez pas empêcher les gens de sortir du territoire national. Vous savez que vous avez des centaines de Français et d'Européens qui partent du territoire européen et du territoire français pour aller rejoindre les groupes terroristes, mais vous ne pouvez pas les empêcher de partir. Nous n'avons pas des instruments de police administrative, ça relève de la police administrative, interdiction de sortie du territoire, interdiction de retour du territoire terroriste lorsqu'on veut revenir sur le territoire national, donc il faut prendre ces mesures de police. Vous avez des grands groupes américains, Google, Facebook, Twitter qui existent déjà, qui diffusent des messages appelant et provoquant à l'antisémitisme, au terrorisme, mais vous ne pouvez pas bloquer ces sites. Vous n'avez pas d'instrument de police administrative pour le faire. Vous avez des imams qui provoquent au terrorisme dans leurs mosquées, mais les procédures pour procéder à la fermeture de ces lieux et à l'expulsion de ces individus lorsqu'ils sont de nationalité étrangère est extraordinairement complexe parce que lorsque vous voulez fermer des lieux, il faut toute une procédure devant le Conseil d'État. C'est bien normal, on est en état de droit. Et lorsque vous voulez expulser des imams qui prêchent la haine, même si vous avez la fermeté requise pour y parvenir, si les pays de provenance ne délivrent pas les laissez-passer consulaires, vous n'y arrivez pas. Bon. Et donc, il nous faut arriver à régler tous ces problèmes à la fois, dans un contexte où aucun des textes de loi permettant de faire rentrer dans le droit la réponse aux questions que je viens de poser, qui sont autant de problèmes, n'existe, dans un laps de temps très court, parce que ce que nous ressentons, Jean-Yves, la garde des Sceaux et moi-même, c'est que nous sommes dans une course contre la montre. La question n'est pas de savoir en 2014 si nous allons être frappés ou pas. La question, c'est de savoir quand et où. Parce que compte tenu de l'ampleur du phénomène, de sa dimension mondiale et de sa dimension européenne, il n'y a pas que des Français qui sont enrôlés, il y a des citoyens de toute l'Europe. Et compte tenu de la puissance de la propagande diffusée par Internet par les groupes terroristes, nous savons que nous serons frappés. Et donc, toute la tension qui existe dans l'appareil d'État, que Jean-Yves et moi nous avons ressenti très profondément à ce moment-là, et qui nous conduit à nous retrouver autour du président de la République en Conseil de défense quasiment tous les mercredis, et quasiment dès 2014, ou peu de temps après le début de l'apparition de la menace, c'est d'essayer d'agir suffisamment vite pour éviter d'être frappé de façon trop brutale, trop profonde et trop souvent. C'est une course contre la montre. La lutte contre le terrorisme, c'est une course contre la montre. Et c'est une course contre la montre
où les terroristes ont un avantage considérable parce qu'ils n'ont pas besoin de respecter la moindre règle pour envoyer sur le territoire national des commandos pour nous frapper, mais lorsque nous décidons d'augmenter les effectifs de la police et de la gendarmerie, il faut un budget, il faut donc une loi de finances, il faut que le Parlement se réunisse. Lorsque nous décidons de prendre des dispositions en novembre 2014 de blocage des sites qui appellent et provoquent au terrorisme, d'interdiction de sortie du territoire, de mise en place de l'incrimination terroriste individuelle pour pouvoir permettre aux juges, lorsque l'on n'est pas sous l'infraction d'actes terroristes en bande organisée, qu'on est face à un individu qui agit seul, donc il faut pouvoir incriminer pénalement. Toutes ces dispositions-là, ça appelle, il y a des parlementaires dans la salle, des navettes parlementaires, des discussions à l'Assemblée nationale, au Sénat, des commissions mixtes paritaires, ça prend du temps. Et même si vous déclarez l'urgence, dans la discussion parlementaire, l'urgence, ce n'est pas nécessairement le raccourcissement du temps pour adapter le temps de la décision politique au temps de l'organisation par les commandos terroristes d'attentats qui nous frappent. Ça, c'est la réalité de ce que nous vivons. Alors, fort heureusement, nous bénéficions d'arbitrages qui vont dans le sens de ce dont nous avons besoin. Fort heureusement, il y a une très bonne compréhension de la part du Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, et de François Hollande, des enjeux, et nous sommes accompagnés, Jean-Yves et moi, mais le contexte est celui-ci. Il y a un deuxième élément dont je voudrais parler, parce que la démocratie face à la violence, ça a quelque chose à voir avec le niveau de responsabilité des forces politiques constituées face au risque. Si vous avez un gouvernement qui veut changer le cours des choses pour armer le pays face aux dangers auxquels il est confronté, mais que vous avez des forces politiques constituées qui pensent pouvoir utiliser l'événement terroriste, quel que soit leur positionnement, l'instrumentalisant à des fins de faire prospérer leurs petites affaires politiques et électorales, ça change beaucoup la nature des choses. Ça complique considérablement la tâche du gouvernement. Alors je voudrais raconter là 2 ou 3 éléments de ce que nous avons vécu pour bien situer la difficulté de la chose et pour bien montrer que la lutte contre le terrorisme en démocratie, ça implique énormément de persévérance, de conscience et de sens des responsabilités. Pour d'ailleurs vous dire, entre parenthèses, que la lutte contre le terrorisme, en l'absence totale de démocratie, c'est la lutte entre 2 totalitarismes. Et donc on l'a vu en Syrie, ça ne produit rien qui ressemble à ce pourquoi nous nous sommes battus, c'est-à-dire le respect de l'état de droit, des droits de l'homme, de la démocratie, et cette fameuse notion d'altérité, de sentiment d'appartenance à une civilisation humaine nous englobant tous, qui doit toujours prévaloir lorsque l'essentiel est en jeu. Lorsque l'on met en place les mesures de novembre 2014 sur la police administrative, sur le blocage administratif des sites, ou qu'avec Jean-Yves, plus tard, nous porterons ensemble au Parlement la loi relative au renseignement, vous avez 2 types de réactions sur l'échiquier politique. Et je veux les désigner, ces réactions, parce que finalement, ce sont les réactions des 2 formations situées aux extrêmes de l'échiquier politique et qui dominent encore de leurs outrances, de leurs excès, le débat politique français aujourd'hui. À l'extrême droite, je n'ai aucun concours pour faire adopter au sein du Parlement européen comme au sein du Parlement national les mesures dont le pays a besoin pour faire face à la menace terroriste. La loi sur le renseignement, le Rassemblement national ne la votera pas avec les mêmes arguments que l'extrême gauche, au motif que cette loi serait destinée non pas à lutter contre le terrorisme, mais à instaurer dans le pays ce qu'ils appellent la surveillance de masse. On voit là une convergence de positionnement s'opérer à ce moment-là. Il y a un deuxième argument à l'extrême droite, qui est que ce ne sont pas les mesures que nous prenons pour protéger les Français qui seront efficaces dans la lutte contre le terrorisme, c'est l'expulsion de tous les étrangers en situation régulière et l'arrêt absolu et total et immédiat de l'immigration qui permettra de régler le problème du terrorisme, ce qui est une manière de manipulation d'une réalité à laquelle nous nous sommes confrontés, c'est que la plupart de ceux qui sont à l'origine des actes terroristes sont français. Et donc vous pouvez arrêter l'immigration et expulser la plupart de ceux qui sont en situation irrégulière ou pas sur le territoire national, ou simplement vous pouvez le faire pour afficher une politique qui correspond à l'idée que vous faites de ce que les Français désirent lorsqu'ils sont confrontés à la peur, mais vous ne réglez aucun problème en faisant cela.
Lorsque l'on met en place le Passenger Name Records au plan européen, parce que la lutte contre le terrorisme, c'est tout ce dont je viens de vous parler au plan national, mais c'est plein de mesures au plan européen. Le Passenger Name Records, c'est un dispositif d'identification des données de voyage des passagers utilisant l'avion et qui permet d'identifier le parcours de tous ceux qui, à travers le monde, sont allés dans des pays où l'activité terroriste est intense, de telle sorte à ce que l'identification de leur parcours permette, lorsqu'ils reviennent sur le territoire européen, de pouvoir procéder à leur interpellation, de telle sorte à pouvoir les interroger et à examiner si des éléments suffisants sont réunis qui permettent de les judiciariser. Lorsque Mehdi Nemmouche commet l'attentat au musée juif de Bruxelles, il a fait un voyage qui l'a conduit à partir du théâtre des opérations en Syrie, en Irak, à passer par l'Asie du Sud-Est où il a vraisemblablement rencontré des correspondants appartenant à des groupes terroristes pour fomenter dans ces pays des attentats qui se produiront, avant d'arriver en Allemagne en avion, de se rendre à Bruxelles. Si le Passenger Name Records avait existé à ce moment-là, le parcours de Mehdi Nemmouche aurait pu être identifié, son interpellation intervenir avant qu'il ne frappe. Le Rassemblement national vote contre ces dispositions au motif que la récupération des données numériques concernant les voyages est une atteinte aux libertés, etc., etc. Donc, c'est un argument qui est trop peu utilisé, mais qui a, à mon avis, son efficacité. Lorsque notre pays et l'Union européenne se sont armés pour faire face au terrorisme, y compris d'ailleurs en renforçant les moyens de Frontex et en réformant le système d'information Schengen pour soumettre les ressortissants européens à un dispositif de contrôle au moment du franchissement des frontières extérieures de l'Union européenne au moment de leur retour, le Rassemblement national n'a pas été là. Je voudrais dire un mot sur l'extrême gauche. L'extrême gauche a passé son temps à considérer, rejoignant en cela d'ailleurs la pensée développée aujourd'hui par M. Musk, qu'il existait une neutralité du net, que Internet était un espace neutre, et que ce qui faisait la force d'Internet et son intérêt était la possibilité d'y diffuser sans que rien ne vienne obérer cette capacité à dire ce que l'on entendait dire, toutes sortes de propos et toutes sortes d'idéologies sur les réseaux sociaux, sans se préoccuper de savoir à aucun moment si ces idéologies étaient de nature à provoquer des actes terroristes ou à engendrer des phénomènes d'endoctrinement de la part d'individus particulièrement vulnérables. Et ils reprenaient à leur compte, accompagnés en cela par toute une série d'acteurs, Numérama, d'organisations non gouvernementales, l'idée qu'il y a une neutralité d'Internet et que toute forme de régulation par les pouvoirs publics ou d'autorégulation par les sociétés numériques puissantes des propos tenus sur les réseaux relevait d'une remise en cause des principes de la liberté d'expression. On a vu les mêmes critiques sur la surveillance de masse développées, et j'ai commencé à voir des propos qui sont désormais totalement assumés et qui ne choquent pas une partie de la gauche, mais qui, moi, me choquent profondément. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'une alliance est intervenue avec la France insoumise, j'ai estimé qu'il n'était pas possible de rester membre d'une organisation à laquelle je suis viscéralement attaché, qui est le Parti socialiste, qui reste ma famille politique, mais qui n'a rien à voir avec la France insoumise, son orientation, ses idées. J'ai préféré en partir pour rester socialiste plutôt que de cesser d'être socialiste en y demeurant. Parce que lorsqu'on s'allie à la France insoumise, ça veut dire un certain nombre de choses en termes de positionnement. Lorsque je luttais contre l'islamisme au lendemain des attentats de janvier 2015, et que j'allais dans le même moment, Jean-Yves s'en souvient, dans tous les territoires de France pour rencontrer, y compris parfois dans les mosquées, nos compatriotes de confession musulmane, en leur disant « Les citoyens français ont peur, les juifs ont peur, mais vous, musulmans, vous n'avez pas à avoir honte
Parce que la République telle que nous l'aimons, la République laïque, qui considère qu'on a en son sein la possibilité de croire ou de ne pas croire, et dès lors qu'on a fait le choix de sa religion, d'être garanti par l'État, d'être protégé. Si l'État ne reconnaît aucune religion, c'est parce qu'il veut assurer à chacun sa protection lorsque des pressions peuvent s'exercer destinées à vous obliger à épouser une religion ou à pratiquer votre religion de telle manière plutôt que de telle autre. Et donc le message était de dire aux musulmans, ce que nous faisons contre les islamistes qui vous persécutent dans les quartiers en enfermant des femmes dans leur appartement, en déscolarisant des enfants, en exerçant sur vous une pression que vous subissez et qui vous fait souffrir, eh bien la République sera là pour vous protéger de ce dévoiement de votre religion, parce que la République a vocation à prendre tous ses enfants dans ses bras, et notamment nos compatriotes de confession musulmane. Tout cela a été interprété par l'extrême gauche comme de l'islamophobie, c'est-à-dire de lutter contre un totalitarisme qui s'appelle l'islamisme et dont les musulmans sont les principales victimes. C'était une manière d'islamophobie, alors que c'était au contraire une manière de dire aux musulmans de France, vous n'êtes pas comptables du dévoiement par une minorité d'une religion qui n'est pas une religion de guerre, mais qui est une religion de paix, y compris dans le temps long de l'histoire de l'humanité, comme en témoignent les grands courants de l'islam de Cordoue, de l'islam du juste milieu, de l'islam soufiste. Et donc, ne vous sentez pas enfermé dans cette représentation de vous-même. Il faut vous en libérer. Et nous-mêmes, républicains, nous sommes là pour vous aider à vivre votre religion de façon pacifique. Ça, c'était de l'islamophobie. Et donc, j'ai considéré qu'à ce moment-là, il y avait un problème de fond dans une partie de la gauche. Et j'ai considéré à ce moment-là aussi que si ces propos étaient tenus de la part notamment de Mélenchon, qui, dans son histoire politique, avait parfois été l'un des ardents défenseurs de la laïcité, telle que nous la concevons nous-mêmes, c'est parce qu'il y avait une forme de cynisme derrière tout cela, qui consistait à s'adresser aux musulmans comme on s'adresse à une clientèle électorale à conquérir, pour pouvoir assurer un socle dont on pouvait être garanti qu'ils voteraient de façon assurée pour la France insoumise. On expliquait qu'il n'y avait pas de distinction entre les islamistes et les autres, et que tout cela constituait une partie de notre pays persécuté par la République. La police tue, théorisation de la consubstantialité de la violence à la police, la République discrimine, théorisation de la consubstantialité de la discrimination à la République, etc., etc., dans une volonté de fracturation, de communautarisation de la nation, qui est très loin de l'idée de la nation une et indivisible que les républicains ont toujours portée, avec tout ce que cela représente de danger pour l'état de droit, pour l'ordre public, pour la démocratie, pour le respect de ceux qui, dans la démocratie, sont investis d'une légitimité et doivent exercer une responsabilité. Ces forces, elles sont là présentes. Elles ont utilisé les événements que nous avons vécus lorsque nous étions en situation de responsabilité pour semer au cœur de la nation les germes de la dissension, de la discorde, de la fragmentation, de l'opposition, y compris d'ailleurs lorsque, voyant plusieurs milliers de migrants à Calais, vivant dans la boue, dans le froid, alors que nous étions dans une crise terroriste pendant laquelle l'extrême droite profitait des événements pour expliquer que l'immigration et le terrorisme, c'était un peu le même problème, et que nous ouvrions à ce moment-là 570 centres d'accueil et d'orientation pour mettre dans le dispositif national d'asile tous ceux qui s'y trouvaient à Calais, j'avais une partie de la droite avec l'extrême droite qui manifestait au motif que ces 570 centres d'accueil et d'orientation seraient des mini-Calais partout en France, personne n'en a entendu parler. Et tout cela s'est passé dans une concorde républicaine et sans le moindre incident. Et j'avais une partie de l'extrême gauche, pour ne pas dire toute l'extrême gauche qui est avec les no-borders, manifesté au motif que lorsque les migrants quittaient Calais, après que nous avions organisé tout cela, sans le concours d'une force de l'ordre pour les inciter à prendre le bus, et dans le plus grand calme, le gouvernement, trahissant les idéaux de la gauche, organisait la déportation des migrants à partir de Calais. La déportation des migrants à partir de Calais. Ils étaient dans la boue, dans le froid, les enfants non scolarisés. Nous les mettions dans des centres d'accueil et d'orientation
pour les mettre dans le dispositif national d'asile, permettre qu'ils aient 2 repas par jour, scolariser les enfants, leur permettre d'apprendre le français, de s'insérer, c'était la déportation, comme s'il était préférable humainement de les maintenir dans le froid, dans la précarité. Voilà la vraie gauche, paraît-il. Et tous les autres seraient des traites aux valeurs humanistes, aux valeurs républicaines, etc. Donc voilà ce que nous avons fait à ce moment-là, Jean-Yves et moi. Et Jean-Yves, et je veux lui rendre un hommage, joue un rôle particulièrement important, sans lequel nous n'y serions pas arrivés. Et je voudrais vous raconter 1 ou 2 anecdotes avant de conclure. Anecdote tragique d'ailleurs. Lorsque l'attentat contre Clarissa Jean-Philippe intervient à Montrouge, c'est le lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo. Nous n'avons pas de possibilité immédiatement de faire le lien entre l'attentat de la veille et l'attentat de Montrouge. Nous ne savons pas si ce sont des acteurs qui sont connectés les uns aux autres. Nous ne savons pas d'ailleurs si la mort de Clarissa Jean-Philippe procède d'un attentat ou si ça procède d'un acte de droit commun, d'un fait divers résultant d'une violence, comme il y en a trop parfois sur le territoire national. Et donc, nous ne faisons pas le lien, mais le lien se fait dans les heures qui suivent les événements, parce que les services de renseignement reconstituent l'arborescence des complicités et des relations existantes entre les individus. Et lorsque le lendemain de l'attentat de Montrouge, je me rends à Montrouge, le maire me dit, vous savez, l'assassin de Clarissa Jean-Philippe était sur le trajet d'une école où sont scolarisés des enfants de confession juive. Et il me dit, je vous conseille de vous y rendre, parce qu'il y a une émotion considérable dans cette école et une peur très grande de la part des parents. Je me rends donc, dans la foulée de cet échange, dans cette école où je ne suis pas attendu, enfin le maire prévient du fait que je m'y rends, et je découvre sur le perron de l'école une mère d'élève qui me reconnaît et qui s'approche et puis s'effondre. Et elle me dit, voyez, monsieur le ministre, la différence entre vous et moi, c'est que moi, lorsque j'emmène mes enfants à l'école, je ne quitte pas l'école. Parce qu'il y a un climat, une peur, une violence qui me conduit à penser qu'un terroriste pourrait rentrer et tuer les enfants dans l'école. Et d'ailleurs, je pense que le terroriste qui a tué Clarissa Jean-Philippe voulait venir dans cette école pour commettre ce crime. Et si mes enfants venaient à être tués dans cette école, je voudrais partir avec eux. Donc je viens le matin, je reste dans les locaux et je ne repars qu'après que l'école a fermé. C'est un moment extrêmement poignant, ce moment-là, très émouvant. Je reste d'ailleurs presque toute la matinée dans l'école avec les parents après qui rejoignent. Mais il y a des milliers d'écoles, des dizaines de milliers d'écoles en France. Il y a des milliers de lieux de culte. Souvenez-vous qu'il y a eu une tentative d'attentat dans une église à Villejuif quelques temps avant les attentats de janvier 2015. Et donc, à ce moment-là, je dis à la maman là, qui m'interpelle, nous allons essayer de protéger tous ces lieux. Bon. Et c'est là que commence le problème. Et c'est là qu'intervient Jean-Yves. Parce que il y a à peu près 140 000 policiers et gendarmes, mais ils font tout, ces policiers et gendarmes. Ils font de la protection des frontières, ils font de la sécurité routière, ils font de la police judiciaire, ils font de la lutte contre le narcotrafic, ils font de la lutte contre le crime organisé, ils font plein de choses. Et nous avons 13 000 effectifs en moins. Et si l'on veut protéger l'ensemble de ces lieux de culte, si je n'ai pas les 15 000 militaires que dans le contrat des armées, Jean-Yves a proposé d'affecter à des missions d'intérêt général, hors la projection de force sur le théâtre des opérations, je ne sais pas faire. Donc j'ai besoin des 15 000 militaires qui, sous l'autorité du ministre de la Défense, mais intervenant dans des opérations de sécurité intérieure pilotées par le ministère de l'Intérieur, viendront seconder les forces de sécurité intérieure pour assurer la protection des lieux de culte. Et en Conseil de défense, Jean-Yves accepte, bien entendu, de mettre ses forces à disposition de la sécurité du pays, aux côtés des policiers et des gendarmes. Nous menons d'ailleurs quelques opérations conjointes, tous les deux. On se rend en gare du Nord, je me souviens de cela, pour piloter nos
nos équipes et assurer la protection des gardes. Et alors là, il se passe, dans les moments les plus tragiques, il se passe toujours des choses étonnantes. Nous allons avec Jean-Yves dans les lieux de culte pour vérifier que les soldats de sentinelle et les policiers et les gendarmes assurent bien la protection. Mais nous allons vérifier l'efficacité de notre dispositif quelques jours après l'avoir mis en place. Et je ne sais pas si Jean-Yves se souvient de cela, mais nous arrivons dans une synagogue où les policiers et les gendarmes nous disent « Écoutez, nous, on est trop heureux ici, mais il va falloir changer nos costumes. » Parce que nous avons pris 4 kilos depuis le début de l'opération. Et alors on se retourne, et il y avait une table comme ça avec plein de pâtisseries orientales que nos compatriotes amenaient à chaque fois qu'il y avait un office ou simplement pour remercier les militaires. Alors, ils savent faire ça, nos amis confession juive. Et donc, dans toutes les synagogues où je me rendais ensuite, j'avais la même remarque. Mais regardez, monsieur le ministre, on ne peut plus mettre les uniformes. Nous sommes trop choyés, trop encadrés, trop... Et Jean-Yves avait fini par me dire, tu sais, il faudra qu'il retourne quand même à un moment donné sur le théâtre des opérations extérieures. Si ton opération continue trop longtemps, on ne va plus pouvoir les utiliser à rien. Bon. Donc, on a eu quand même quelques moments de complicité dans ces périodes difficiles que nous avons rencontrées. Donc voilà, j'ai essayé de vous rendre compte de ce que nous avons vécu à travers le récit de l'action, des moments que nous avons partagés, mais vous voyez bien que derrière tout cela, rien ne tient si on n'est pas armé d'un sens profond de la nation, c'est-à-dire d'une idée très précise de ce que sont les valeurs que nous avons en partage, de la nécessité de les défendre, non pas à coups de menton, mais tous les jours, à chaque instant, par un propos de responsabilité, d'équilibre, de sagesse, parce que finalement, la défense de la République et l'État de droit ne supportent pas beaucoup la transgression verbale, l'outrance politique. Ça implique au contraire une concentration, une précision des mots, un équilibre de la parole, un sens de la nuance, parce que finalement, la République, c'est quelque chose de suffisamment fragile pour qu'on ne la brutalise pas avec des paroles qui ne soient pas douces à ses oreilles, et en même temps, qui aient la solidité de l'airain, parce que lorsque la République est attaquée par la violence extrême, c'est dans la force des convictions et la solidité intellectuelle et mentale de ceux qui sont en situation de représenter les institutions que l'on trouve une partie de la capacité de résilience d'un peuple. Donc nous avons essayé, à travers l'expression de ce qu'est la laïcité, la fermeté sur le communautarisme, une relation très exigeante avec les réseaux sociaux. Nous sommes allés en février 2015 négocier avec Zuckerberg, Schmitt et les autres le premier accord de retrait des contenus qui appellent et provoquent au terrorisme. Parce qu'au lendemain des attentats, dans les heures qui ont suivi les attentats, le nombre de propos racistes, antisémites, violents, à caractère terroriste avait augmenté de 70% sur les réseaux. Et lorsque nous demandions le retrait de ces propos, nous n'obtenions que 15% de retrait, alors que les messages avaient augmenté de 70%. Il fallait donc faire un travail de sensibilisation et trouver un accord avec donc ce voyage aux États-Unis, avec cette relation avec les principaux acteurs d'Internet, a permis d'engager cette action de régulation. Quand je vois les mêmes acteurs que ceux que j'avais rencontrés, je ne parle pas de Musk que je n'avais pas vu, mais Zuckerberg et les autres, je les avais rencontrés, expliquer aujourd'hui que tout ce qui a été bâti à l'époque avec leur concours n'a plus lieu d'être au motif que la liberté d'expression serait entravée. Alors même que chacun a bien conscience que depuis 2015, tout ce qui relève de la violence extrême, qu'elle soit politique, qu'elle soit terroriste, s'est trouvé considérablement amplifié par les phénomènes politiques qui traversent le monde. Donc tout ce qui valait en 2014-2015 devrait valoir encore plus aujourd'hui, compte tenu de ce qu'est l'évolution de nos sociétés. Bien non. Ils y ont renoncé. Je voudrais terminer sur ce point qui me paraît, à mon avis, être l'un des principaux défis auxquels nous sommes confrontés.
qu'est-ce qu'il faut retenir de ce qui s'est passé aux États-Unis et qu'est-ce qu'il faut retenir du discours tenu par Donald Trump, mais aussi qu'est-ce qu'il faut retenir de l'invitation par Donald Trump de l'AfD, qui est l'une des formations politiques néo-nazies en Allemagne, qu'est-ce qu'il faut retenir du fait que les principaux soutiens de Trump, notamment dans l'industrie et l'économie, organisent le déplacement des patrons européens et notamment français chez Mme Meloni pour expliquer que c'est là le chemin qu'il faut emprunter au sein de l'Union européenne. Que se passe-t-il? Comment comprendre ce qui se produit et comment réagir par rapport à ce phénomène qui est vécu comme une déferlante par tous ceux qui sont attachés à l'universalisme, et notamment à l'universalisme français, puisque nous sommes français. Et quelle réponse européenne apporter? Je terminerai par là. Ce qui m'a frappé dans le discours de Trump au moment de son investiture, et Jean-Yves faisait référence à l'instant, c'est que la vérité n'est plus celle des faits. La vérité est celle des faits qu'on a intérêt à fabriquer et à faire prévaloir en raison des intérêts qu'on défend. Jusqu'à présent, le débat dans la démocratie et dans la République en France, puisque les deux notions convergent pour donner du sens à la nation, reposait sur ce que l'esprit des Lumières nous avait légué d'exigence, exigence d'une pensée rationnelle, exigence d'une conformité du fonctionnement des institutions au droit, nécessité de voir le pouvoir contenir le pouvoir. C'est ce que exprime magnifiquement Montesquieu dans sa théorie de la séparation des pouvoirs lorsqu'il dit qu'il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc la concentration du pouvoir à travers une personne, une force politique, devenant garante de l'efficacité du système politique, est très loin de ce qu'est la philosophie de l'état de droit dans son inspiration originelle, état de droit sans lequel il n'est pas de démocratie. Car les représentants du libertarisme réactionnaire ou les représentants de ce que l'on appelle la démocrature, c'est la dévolution du pouvoir par le suffrage universel, mais sans aucune préoccupation des principes de l'état de droit. Et d'ailleurs, tous les textes qui ont été pris sous forme de décret par Trump et annoncés par lui à l'occasion de son discours d'investiture sont pour une grande partie d'entre eux inconstitutionnels, posent un problème majeur de fonctionnement de l'état de droit, comme la prise du Capitole par des individus actionnés par les réseaux sociaux de M. Musk était une violation faite aux principes fondamentaux de la démocratie et par conséquent de l'état de droit après qu'une élection avait été perdue. Tout cela se produisant dans une grande nation puissante, ayant représenté dans le temps long de son histoire une image plus qu'emblématique de ce qu'était la démocratie et la capacité des peuples à se libérer par la force de la démocratie, tout cela est désormais battu en brèche par un courant politique représenté par Trump, qui lui-même a dévoyé sa propre famille politique des Républicains, pour faire en sorte que devienne vérité la propagande diffusée par lui, pour défendre les intérêts d'une oligarchie correspondant à la concentration des plus riches des citoyens de la planète. D'ailleurs, c'était intéressant de voir les plus riches des citoyens de la planète, quelle que soit leur nationalité, se lever et applaudir celui qui était prêt à remettre en cause tous les principes de droit, tous les principes démocratiques, tous les principes de l'universalisme et tous les principes de vérité, d'exigence intellectuelle et de rigueur intellectuelle pour servir les intérêts de ceux qui se levaient et applaudissaient leur consécration dans l'abandon de tous les principes qui nous permettent de vivre ensemble. Et cette idéologie, elle est virale, parce qu'on est dans un marché globalisé et qu'on est dans une société numérisée, qui elle-même est internationale. Et donc aujourd'hui, ce qui fait l'adhésion politique
et la force de la représentation politique. Ce n'est pas la recherche de la vérité. Jaurès disait, ce qui compte, c'est de chercher la vérité et de la dire. Dans un moment de grands troubles politiques, Mendès France avait redonné de la dignité et de la force à sa sensibilité politique et à la représentation nationale en 1954 et en 1956, en étant celui qui ne transigeait pas face à cette exigence de vérité que la 4e République, dans l'affaissement de ses institutions, avait contribué à nous faire oublier. On est loin de cette rive-là, désormais. Ce n'est plus cela qui fait l'adhésion. Ce n'est plus cette exigence-là. Non, ce qui fait l'adhésion, c'est la possibilité de s'identifier à travers ses pulsions, ses envies, des réactions parfois instinctives, dans la masse de ceux qui se coagulent et se coalisent dans les réseaux sociaux, dans un réflexe identitaire et exclusivement identitaire qui conduit la société à n'être plus rien d'autre qu'une juxtaposition d'identité, là où jadis, en démocratie, elle était la coalition des citoyens libres, adhérant à une communauté de valeurs, par-delà les identités qui pouvaient traverser la société. Et c'était cette capacité à dépasser les identités à travers un projet commun qui permettait à la société d'affirmer son unité et son indivisibilité, quelles que soient les nations considérées. Bien, celui dont on dit qu'il a réussi à reparler à la nation américaine, a organisé en réalité la captation de ce qu'était sa force, sa puissance historique au profit d'une oligarchie à laquelle il appartient et qui s'apprête à servir, en faisant peser sur la démocratie dont les États-Unis étaient la nation la plus emblématique tous les dangers et tous les risques. C'est la raison pour laquelle il est indispensable qu'en Europe, nous soyons suffisamment lucides sur ce qu'est la nature de ce qui est en train de se produire pour ne pas vivre une nouvelle époque, une nouvelle période d'avachissement politique comme ceux que nous avons pu connaître dans les pires moments de notre histoire. Si nous devions avoir, au terme des élections allemandes, une grande coalition, ce n'est pas nécessairement le plus probable, mais ce n'est pas impossible, incluant l'AfD. Si, comme l'a dit M. Merz, candidat de la CDU à la tête de l'Allemagne, lui-même faisant partie désormais des plus riches des citoyens de son pays, si l'Allemagne devait dire « mais ce qui compte désormais, c'est de maintenir la relation transatlantique, ça passe par l'Allemagne et les États-Unis, parce que les États-Unis vont fortement maltraiter l'Allemagne. Donc soit l'Allemagne décide, dans l'Europe, de la conforter pour résister aux États-Unis, soit elle décide de lui faire allégeance, de leur faire allégeance. Eh bien, moi, je n'exclus pas que la coalition des milliardaires s'élargisse à l'Allemagne. Et qu'à ce moment-là, ce qu'a dit le possible futur chancelier se traduise par une politique bilatérale et atlantiste entre l'Allemagne et les États-Unis. Nous achèterons du matériel militaire américain, il l'a dit. Nous substituerons le gaz américain au gaz russe, il l'a dit. Et nous serons sur les sujets les plus fondamentaux sur lesquels l'Europe s'est positionnée, notamment, je pense à la question ukrainienne, et dans la relation avec la Russie, sur une toute autre approche que celle qui a prévalu jusqu'à présent. Vous imaginez ce qui résulterait de l'Europe si, à travers Mme Meloni, M. Merz, M. Wilder aux Pays-Bas qui a sa puissance, M. Orban en Hongrie, etc., nous devions avoir à l'intérieur même de l'Europe toute une série de nations, la Pologne également pourrait se laisser tenter par la chose pour des raisons qui tiennent à son atlantisme, si nous devions avoir là un ensemble de pays européens sans lesquels l'Europe ne peut pas se construire, je pense à l'Allemagne en particulier, mais il y en a d'autres, cédant à l'ère du temps et rendant toute possibilité de résistance en Europe et toute possibilité de construction d'un modèle européen susceptible de résister à la fois à ce qui se passe en Chine et à ce qui se passe aux États-Unis, je ne donne pas cher de notre destin si nous ne prenons pas conscience du moment historique particulier où nous nous trouvons et de la nécessité de
de redonner du sens à une époque qui perd tout sens commun. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Ici à Rennes, je suis désolé, pour un début d'année, j'aurais pu vous livrer un message plus... Mais j'avais le choix entre vous dire la vérité, à peu près ce que je pense, ou alors peut-être vous être agréable, mais vous être agréable dans le contexte, c'est-à-dire ne pas chercher la vérité, ne pas la verbaliser, pour essayer précisément de faire en sorte que par cet exercice de lucidité, nous puissions inverser le cours des choses. Ne pas se livrer à cet exercice-là, c'est ne pas faire de politique, en fait. C'est faire de la communication. Alors parfois, la politique et la communication sont devenues la même chose. Mais comme vous l'avez remarqué, lorsque la politique et la communication deviennent la même chose, ça ne donne pas toujours les résultats politiques qu'on pouvait espérer. Donc il faut revenir à ce qu'est l'essence de la politique, c'est-à-dire la recherche de la vérité, le courage de dire les choses telles qu'elles se présentent, mais surtout, une fois qu'on les a dites, la nécessité de chercher un chemin pour en sortir, pour sortir de l'impasse, pour recréer les conditions d'une espérance, d'une force, et compte tenu de la vague que nous avons en face de nous et qui a pour ambition de nous submerger, si nous ne sommes pas capables de trouver en nous la force d'une nouvelle espérance, alors nous aurons perdu sur tous les tableaux. Ça marche pas, ça, si. Le vote marche, oui. Le mien, il marche pas. Les deux ne marchent pas. Non, celui-là marche, celui-ci marche. Non, mais c'est deux. Non, celui-là, c'est celui qui ne fonctionnait pas tout à l'heure. On va prendre celui-là pour. Voilà, et puis celui-là, on va essayer de voir s'il peut fonctionner. Oh, tenez, monsieur Cazeneuve. Merci beaucoup. Cette matinée, je vous le disais en aparté tout à l'heure, elle a guichet fermé. C'est complet. Quand on m'a annoncé très rapidement votre venue ici ce matin à Rennes, l'objectif du presse-stage, c'est surtout de donner la parole au public pour pouvoir échanger avec vous. Alors on va donc, une fois que le micro refonctionnera, pouvoir effectivement vous faire passer le micro. Il y aura plein de questions à vous poser. Évidemment, moi j'en ai quelques-unes qui s'annoncent. Je vais évoquer la Grande Marche après les attentats de Charlie Hebdo. Ce 11 janvier 2015, on s'est posé la question 10 ans après, où est Charlie? Où est cet esprit de Charlie? Vous parliez de l'état de droit fracturé, divisé. Voilà, juste quelques mots en réaction à ça. 10 ans après, où est ce Charlie qui a réuni des millions de personnes dans les rues françaises? Bon, d'abord, qu'est-ce qui a réuni des millions de personnes dans les rues françaises le 11 janvier 2015 et comment est-ce qu'on peut caractériser cet esprit Charlie? D'abord, il faut bien le reconnaître, en janvier 2015, lorsque ces événements se produisent, il y a une émotion internationale. C'est pas simplement la France qui... Oui, les chefs d'État, de gouvernement qui se réunissent. Enfin, moi, je me souviens du nombre de messages que nous recevons, de témoignages d'affection, le nombre de collègues venus de toute l'Europe, du monde entier. Le matin de la manifestation du 11 janvier, j'avais organisé une réunion des ministres de l'Intérieur à Beauvau pour voir ce que nous pouvions faire en termes de renforcement de la coopération européenne et même au-delà de l'Europe, puisqu'il y avait les ministres américains qui s'étaient déplacés, turcs, etc. C'était une réunion inédite, elle ne ressemblait à aucune autre. Absolument, oui. Mahmoud Abbas et Netanyahou, autour de François Hollande. Et à ce moment-là, dans cette réunion du matin du 11 janvier, il se passe des choses incroyables. Je vois le ministre allemand, qui est un très grand ami, arriver avec une immense tristesse. Il a les larmes aux yeux quand il arrive place Beauvau. Il me serre la main, il m'embrasse et il me met dans la main un petit ange en bronze en disant ça c'est pour la protection du pays. Theresa May, pareil. Enfin, il y avait une espèce de... Vous vous souvenez de l'image de Merkel mettant son visage sur l'épaule du président de la République. Bon, il y avait une émotion considérable ce jour-là parce que les libertés qu'on avait voulu abattre à travers ces attentats étaient des libertés auxquelles le monde libre, l'Occident, mais le monde entier, les citoyens du monde entier étaient attachés. Et donc, cette manifestation du 11 janvier nous donne de la force. D'ailleurs, je me souviens, encore une petite anecdote, nous allons le samedi après-midi, donc la veille de la manifestation, avec le président de la République, voir
des policiers qui ont été blessés la veille dans l'assaut de l'épicerie Hyper Cacher. Il y a des policiers qui ont été sérieusement blessés. Nous allons, avec François Hollande, les visiter. Et puis, nous retournons dans rue du Faubourg Saint-Honoré, donc place Beauvau et à l'Élysée. Et je dis au président de la République, quand même, c'est une drôle d'idée, cette manifestation-là, parce que on est quand même en pleine crise terroriste. Tu mets tous les chefs d'État de la planète dans les rues de Paris. Moi, j'en ai déjà beaucoup sur les bras. Avec la sécurité, je ne trouve pas que c'est une idée facile pour nous. Et il a cette réponse. Il me dit, oui, c'est vrai, c'est pas sans doute pas facile pour toi, mais nous sommes la France. Et il ne se passera rien parce que nous sommes la France. Cette manifestation sera... Et il avait raison. Bon. Et donc, il y a cette émotion. Deuxièmement, il y a la conviction dans le peuple que, et ça se manifeste de façon admirable dans les rues de Paris et dans les rues de province, que si la République doit tenir, surtout si elle est confrontée à des attentats au long cours, elle doit matérialiser son unité, son indivisibilité. Et ça, Jean-Yves se souvient que c'est ce qui domine dans l'appareil d'État. Dans la parole du président, des ministres, pas un mot qui soit susceptible de créer de la division, etc. Bon. Troisièmement, il y a une très grande reconnaissance à l'égard des militaires et des préfets, de l'appareil d'État. Et moi, je me souviens, ça m'avait profondément bouleversé, ému aux larmes, cette scène-là. Quand j'arrive pour la manifestation, il y a des policiers partout. Bon. Et quand je descends de la voiture, il y a plein de milliers de Français aux fenêtres des immeubles de Paris qui se mettent à acclamer les policiers et les militaires. Mais dans vraiment une reconnaissance et une gratitude considérable. Dès le lendemain matin, vous avez sur les ondes des acteurs dont on connaît la sensibilité qui expliquent que tout ça c'est passager, que certes il y avait des gens qui manifestaient en nombre dans les rues de Paris, mais il y a aussi tous ceux qui manifestaient pas, et que la police c'est pas ce qu'on croit. On commence déjà à instiller dès le lendemain. Bon. Juste un mot, parce que tu as évoqué tout à l'heure l'appel à l'armée pour la sécurité intérieure. Et au moment où on a créé Sentinelle, nous avons été attaqués par les formations politiques que tu évoquais dans ton propos sur le fait que nous voulions militariser la société. Ouais. Moi, au Parlement, j'ai dû me débattre contre ces acteurs-là qui nous accusaient de militariser la société parce que nous avons mobilisé les forces armées pour assurer notre sécurité. Elles sont d'ailleurs toujours mobilisées, les mêmes, parce que l'opération Sentinelle existe toujours. Donc mon sentiment sur l'esprit Charlie, c'est qu'il existe toujours dans le cœur des Français, que ce qui domine en France, c'est cela. Mais en même temps, les forces hostiles se sont considérablement confortées parce que le calcul politique qu'elles font s'assume avec plus de cynisme aujourd'hui qu'il s'assumait il y a de cela 10 ans, parce que les forces immunitaires républicaines se sont affaiblies. Notre capacité immunitaire à défendre la République s'est affaiblie. Donc ça, il faut avoir la lucidité de le dire, et puis expliquer les raisons pour lesquelles nous devons résister à cela et reconstruire notre capacité à résister. Justement, réussir à remobiliser et à éviter justement cet endroit fragilisé, comme vous le disiez, à la fois avec votre vision internationale européenne et au niveau national. Grand 1, l'école, au plan national, c'est par l'école que passe la transmission des valeurs, la fabrication de citoyens libres, ayant un esprit critique, y compris à l'égard des réseaux sociaux. Il y a, comme au début de la Troisième République, un travail considérable de refondation de la société par l'école. Tout projet politique aujourd'hui devrait commencer par cela et approfondir la construction autour du rôle fondamental de l'éducation et de l'école, une architecture sociale globale qui permette d'atteindre les objectifs de notre débat et l'objectif notamment de faire en sorte que la République soit confortée. Deuxièmement, il est absolument indispensable que sur la question de la laïcité, du respect de l'ordre public, etc.,
nous soyons d'une fermeté totale. Il faut de considérer que la fermeté de l'État lorsqu'il s'agit de défendre les principes fondamentaux soit une manière de dérive répressive de l'État. Non. Défendre les principes de l'État de droit, défendre la laïcité de façon implacable, lutter contre le communautarisme, en même temps exiger des forces de l'ordre qu'elles soient sur le plan déontologique impeccable, etc. C'est tout ça l'ordre républicain, cet équilibre-là. Il doit être défendu par ceux qui portent une parole publique de façon absolument implacable. Troisièmement, il faut que nous soyons capables, parce que nous serions forts de tout cela, de construire un projet européen qui permette de résister à tout ce qui vient de l'extérieur de l'Europe et qui est destiné à remettre en cause l'équilibre d'évolution du suffrage du pouvoir par le suffrage universel, l'état de droit. Encore une fois, si l'on ampute la démocratie de l'état de droit, il n'y a plus de démocratie. Le suffrage universel ne suffit pas à la réaliser. C'est tous ces combats qu'il faut mener en même temps. Et il faut que l'État, armé de cette volonté, puisse jouer son rôle régulateur. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout que dans une économie globalisée et une société totalement numérisée, le laisser-faire et laisser-passer et la concentration entre les mains de quelques-uns des richesses et de la capacité de fabriquer l'opinion soit de nature à renforcer la démocratie. Au contraire, c'est de nature à la faire disparaître. Donc il y a des combats à mener sur le rôle de la régulation, y compris des médias. Le fait qu'en France, on puisse acquérir une grande partie des médias, des maisons d'édition, lorsqu'on est représentant d'une sensibilité politique, c'est quand même un sujet de préoccupation. Et le fait que le législateur ne puisse pas empêcher cela, c'est un problème. Oui, bonjour. Je ne vais pas parler trop fort. Pierre Karleskint, repenti de la politique. Je voudrais réagir sur la dernière partie de votre intervention. Il y a un an, si on écoutait les éditoriaux politiques internationaux, les chroniqueurs nous faisaient remarquer que 2024 allait être une année au cours de laquelle la moitié de l'humanité était appelée aux urnes. Et la moitié de l'humanité a voté en 2024. Et il faut regarder ce que l'humanité a voté. On parle beaucoup des États-Unis. C'est toujours un petit peu désolant pour un ancien député européen de voir à quel point nous commentons plus les élections américaines que les élections européennes qui ont eu aussi lieu en 2024. Et il faut regarder comment les choses se sont passées aussi bien aux États-Unis qu'ici en Europe et que dans d'autres endroits dans le monde. Qui a gagné ? Qui a gagné ? Ce ne sont pas les sociodémocrates, les chrétiens-démocrates, ce ne sont pas ceux qui, dans le centre très large, essayent de répondre aux questions liées à la vérité. Ce ne sont pas totalement, en tout cas pas totalement, celles et ceux qui essayent d'apporter des réponses au rapport Draghi, au rapport l'État. Parce que Marie-Pierre Vedrenne, qui est là, je la salue, pourrait nous en parler, mais la situation au Parlement européen n'est plus celle d'une simple majorité qui est constituée de la droite et de la gauche avec le centre qui arrive à se balancer. Non, aujourd'hui, il y a une majorité alternative qui est possible, c'est celle de la droite et de l'extrême droite au Parlement européen. Ce qui est une grande nouveauté, au fond, dans la façon dont l'Union européenne fonctionne. Et quand on voit qui a gagné aux États-Unis, on se rend compte de quoi ? Bien, au fond, les partis politiques qui proposent des réponses à des rapports qui nous disent « Attention, nous sommes en train de dégringoler, notre compétitivité tombe, nous n'allons plus pouvoir financer notre contrat social ». Donc finalement, qui sont dans un discours très défensif, n'ont pas vraiment eu un succès immense. Bien, mais ça ne marche déjà plus. Je suis trop long, désolé. Ceux qui ont fait des promesses catégorielles en disant vous, le blanc de l'État du milieu des États-Unis, si vous votez pour moi, ça va aller mieux pour vous, en s'asseyant sur les conditions de vie ensemble. Mais c'est pareil pour Mélanie, pour Orban, peut-être demain pour Le Pen. En France, eh bien, eux ont fait, Flores, la question que je veux vous poser, c'est simple, et donc j'y arrive, et je suis désolé. Non, mais un moment, si nous sommes ici, c'est que nous croyons fondamentalement à la social-démocratie. Mais c'est quoi le message politique, le message positif que la social-démocratie peut porter demain pour retrouver ses électeurs, qui n'est pas simplement « il nous faut être social-démocrate pour éviter de perdre ce que nous avons ». Merci pour votre question. Alors, je voudrais dire quelques mots sur les raisons de l'échec
des sociodémocrates, des partis centraux dans l'espace européen. Quand on regarde ce qui se passe, mais pas simplement aux États-Unis, si vous prenez Milei en Argentine ou d'autres représentants politiques qui aujourd'hui donnent le sentiment de pouvoir, à coup de volonté, de décret, régler de façon artificielle les problèmes de leur propre nation ou les problèmes du monde, ce qu'on constate quand même quand on regarde ce qui s'est passé en Europe, c'est l'extraordinaire propension de l'Europe à bâtir des politiques destinées à l'affaiblir. C'est quand même ça la réalité. Et je vais prendre des exemples extrêmement concrets. Il faut aujourd'hui réguler l'économie et faire en sorte que les conséquences de l'activité économique sur la santé, l'environnement, les droits humains, dans le contexte du réchauffement climatique, soient davantage prises en compte. Mais est-ce qu'on doit, pour atteindre cet objectif, transformer la politique européenne en une machine normative démente, confère rapport l'État et rapport Draghi, destinée, alors que les Chinois fabriquent des véhicules électriques qui ne sont pas de mauvaise qualité, qui envahissent le marché européen, dans des conditions où ces véhicules valent 15 à 20% moins cher que les véhicules électriques susceptibles d'être fabriqués par les industriels français, dans un contexte où par ailleurs nous encourageons la mise en place de gigafactories, mais sans être capable de fabriquer les séparateurs des batteries. On fait des gigafactories, mais on ne sait pas faire les séparateurs qui permettraient à nos véhicules de pouvoir être compétitifs. Est-ce qu'il est indispensable, dans ce contexte-là, de prendre, en vertu du Green Deal, des dispositions dont je ne conteste pas les objectifs, je les partage, mais qui définissent des calendriers et des modalités qui finissent par rendre absolument impossible l'avenir de l'industrie automobile européenne. Vous allez voir ce qui va se passer dans l'industrie automobile européenne dans les mois qui viennent. Pas dans les années qui viennent. Dans les mois et les semaines qui viennent. Vous allez assister à une véritable saignée de l'industrie automobile pour cette raison. Est-ce qu'il est indispensable de demander aux entreprises, au moment où les Chinois sont en train d'envahir le marché européen et où les États-Unis deviennent plus agressifs qu'ils ne l'ont jamais été à l'égard de l'Europe, d'appliquer simultanément des directives européennes CSRD, CS3D, qui ne fabriquent pas plus de développement durable, mais fabriquent plus de contraintes bureaucratiques dans les entreprises. Ce que Draghi... Mais ça, c'est pas les populistes, ça. C'est pas les Américains, c'est pas les Chinois. Non. Ce sont les institutions européennes dirigées par ceux dont vous pointiez dans votre question, qui sont trop faibles pour pouvoir... Mais on n'est pas trop faible sans raison. Moi, ce qui m'a frappé au cours des dernières années, alors que nous sommes, Jean-Yves et moi, très européens et que je n'ai jamais cessé de l'être, ce qui me frappe, c'est l'extraordinaire propension de l'Europe à construire des politiques qui organisent son propre déclin. Bon, je vais prendre un autre exemple que je vis politiquement et aussi professionnellement. Les Américains, et vous allez voir ce qui va se passer avec Trump dans les semaines qui viennent, pas dans les mois qui viennent, là aussi dans les semaines qui viennent. Les Américains utilisent, depuis le Foreign Corrupt Practice Act, le FCPA américain, leurs droits dans un cadre extraterritorial pour défendre leurs intérêts industriels et de puissance. Je parle sous le contrôle de Jean-Yves, mais lorsque Trump, version 1, décide de remettre en cause unilatéralement le JCPOA, l'accord sur le nucléaire iranien, négocié par les Américains eux-mêmes, sans même que l'AIEA n'ait eu quoi que ce soit à redire du comportement des Iraniens. Je ne dis pas que les Iraniens sont des saints, loin s'en faut. Mais au moment où Trump prend la décision de remettre en cause le JCPOA, rien dans les contrôles effectués par l'AIEA sur le nucléaire iranien témoigne du non-respect par l'Iran de ses engagements pris devant l'AIEA. Rien. Il décide unilatéralement de le faire pour des raisons diplomatiques et il dit: toutes les entreprises européennes qui resteront en Iran seront poursuivies par le DOJ et feront l'objet de niveaux d'amende absolument exceptionnels. Monsieur Le Maire, alors ministre de l'économie, réunit les grandes organisations patronales et d'entreprises à Bercy, leur dit: mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir rester, nous allons faire des transactions en euros. 15 jours après, il n'y a plus personne en Iran. Plus personne.
Et vous allez voir que toute une série d'entreprises européennes concurrentes des entreprises américaines vont voir des tas d'enquêtes déclenchées par le DOJ à la demande de l'exécutif, parce que aux États-Unis, c'est l'exécutif qui déclenche les enquêtes du DOJ, c'est pas la justice indépendante, contre des intérêts français. Je vous rappelle qu'il y a de cela quelques années, Alstom a été poursuivi par le DOJ avant d'être acheté par GE. Eh bien, nous avons la possibilité, en nous fondant sur l'article 83 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, d'enclencher des procédures dans un cadre extraterritorial contre des intérêts étrangers. Nous aurions la possibilité, avec le procureur et le parquet européen, de mettre dans les compétences du parquet européen la corruption pour pouvoir renforcer cette action extraterritoriale. Mais nous avons fait, parce que nous sommes la grande Europe, le parquet européen en coopération renforcée, vous le savez très bien. Donc tous les pays de l'Union européenne n'y sont pas. Et ils n'y sont pas par hasard. Nous avons mis en place la loi Sapin, nous avons mis en place le PNF, nous avons mis en place la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, mais en Roumanie, on limoge le procureur lorsqu'il se propose de poursuivre des ministres corrompus. On le limoge. Mais ils sont au sein de l'Union européenne. Il paraît que ces pays ont acquis l'ensemble des principes communautaires qui ont justifié leurs adhésions. Et vous savez très bien qu'avant de les faire rentrer, il y a des années de monitoring. Le traité de 83 du traité de fonctionnement de l'Union européenne nous permettrait de faire ce que les Américains font. Nous ne le faisons pas. On se laisse dépecer. Nous, M. Trump dit, nous allons substituer aux impôts les droits de douane. Bon courage pour l'inflation aux États-Unis et bon courage pour les Américains. Tout ça ne tiendra pas. Nous allons substituer aux impôts des droits de douane. Donc nous allons voir toute une série de secteurs frappés. Il n'y a plus d'OMC. Ça veut dire que, d'ailleurs, il n'y a plus d'OMC depuis quelques années, puisque l'instance de régulation des conflits au sein de l'OMC n'a pas fait l'objet de la part des États-Unis de la nomination de ses représentants, donc l'institution est bloquée. Mais nous continuons à signer des traités de libre-échange, à les promouvoir. C'est la Commission qui le fait. C'est les Allemands qui le veulent. Parce que leur croissance a été portée, tirée pendant des décennies par les exportations et le gaz russe à bas prix. Nous avons des Américains et des Chinois qui menacent nos industries, notre compétitivité. Mais les Allemands décident de sortir unilatéralement du nucléaire sans évoquer quoi que ce soit avec leurs partenaires. Il n'y a pas de marché européen de l'énergie. Il n'y a pas de politique énergétique européenne. Comment fait-on pour lutter contre le réchauffement climatique sans décarbonation? Et comment fait-on pour assurer la compétitivité de l'industrie européenne sans un prix de l'énergie et une politique d'investissement qui permettent d'atteindre ce but? Trump annonce 500 milliards pour l'intelligence artificielle. Il ne les a pas. Il va le faire par l'emprunt. Nous avons en France, pas en Europe, en France seulement, 4 000 milliards d'épargne. 4 000 milliards d'épargne. Tous les ans, nous avons 300 milliards d'euros d'épargne supplémentaire. C'est le flux annuel. On n'est pas capable de rentrer l'épargne vers la transition écologique, vers l'intelligence artificielle, etc. Et lui va le faire par un endettement, parce qu'il ne peut pas le faire autrement. Nous avons une partie de l'épargne européenne qui va aller aux États-Unis, puisque nous n'avons pas de vecteur européen pour orienter l'épargne vers nos objectifs stratégiques. C'est quand même un problème. Et lorsqu'il s'agit de dégager une capacité d'emprunt européen pour financer les infrastructures de demain, la transition numérique, la transition énergétique, vous avez les pays dits frugaux qui s'y opposent. Ça, c'est pas l'extrême droite, c'est pas l'extrême gauche. C'est ceux qui dirigent l'Europe depuis des années. Donc, si les partis du centre et sociodémocrates, parce que M. Scholz, social-démocrate allemand, n'a pas été sur la question de la dette européenne plus bénévolent que Mme Merkel et M. Schäuble. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. C'est ça la réalité. Donc, moi, je vois bien ce qui ne va pas. Et ce n'est pas de la responsabilité des autres. Et si l'Europe n'est pas capable d'intégrer ce qui ne va pas pour réorienter sa politique, vous comprenez? Quand, en Europe, une industrie stratégique a besoin de soutien, la Commission dit non, pas de soutien public. Aux États-Unis, c'est l'Inflation Reduction Act. On y va à fond pour soutenir, par la volonté publique et l'argent public, les secteurs stratégiques. Lorsqu'il s'agit de faire la fusion Siemens
Alstom pour essayer d'avoir un géant européen qui permette de résister à la compétition internationale. Vous avez la commissaire en charge de la concurrence qui dit non, c'est pas conforme à l'esprit de l'Union. Et on voit des géants industriels se constituer autour de nous. Et lorsque des industriels européens se proposent d'en créer un, non, pas ce qu'il faut faire. Donc, on sait pourquoi. Donc maintenant, il faut soit on corrige, soit on disparaît. C'est ça la réalité de la situation à laquelle on est confronté. Soit on corrige, soit on disparaît. Il ne faut pas attendre des populistes qui corrigent à notre place, parce qu'eux, ils continueront à détruire. C'est soit les forces politiques centrales en Europe sont capables de comprendre les erreurs, soit on disparaît. Merci, Monsieur Cazeneuve. Je me permets, il est 11h30, on a beaucoup de questions. Monsieur. Bonjour, Dominique Maudet. Moi, je reviens un peu sur l'Europe. En fait, on rentre dans une ère en fait, du plus fort. Que le plus fort soit économique, on a beaucoup parlé des États-Unis, ou que le plus fort soit militaire. En fait, Rennes, c'est relativement loin de Moscou. En fait, plus on va vers l'Est, évidemment, plus on s'en rapproche. Et en fait, l'atlantisme se développe de plus en plus aussi vers l'Est pour une raison assez simple, c'est que la menace vue de là-bas, c'est plutôt la Russie. Et donc, ce que vous dites tout à l'heure sur l'Allemagne, moi, je ne vois pas comment l'Allemagne pourrait ne pas prendre une position conciliante vis-à-vis des États-Unis, pour toutes les raisons économiques d'une part, exportation des voitures, excédent commercial, et militaire. Il y a quand même en Allemagne toujours l'idée que c'est les Américains qui les ont libérés quelque part du nazisme. Quand on va en Pologne, c'est pire. Donc en fait, la question que je me pose, et par rapport à l'économie également, c'est finalement que faire en Europe, comment arriver à mobiliser les Européens pour au moins peser un peu dans cet espace vis-à-vis des Américains, qui par ailleurs, et je ne prends pas le point de vue de Trump, mais qui ont quand même un poids considérable économiquement dans le monde et vis-à-vis de l'Europe. Et nous sommes ce que nous sommes avec notre richesse grâce aussi à toutes nos exportations vers les Américains. Moi, j'ai travaillé 40 ans chez Airbus, je connais le DOJ, on y a été aussi dedans. Qu'est-ce qui nous attend également sur l'aéronautique, par exemple, vis-à-vis des États-Unis? Donc ma question, c'est que faire pour mobiliser les Européens dans ce genre de situation? Merci beaucoup. Juste une remarque par rapport à votre question, précisant d'abord que je suis complètement d'accord avec tout ce que vient de dire Bernard Cazeneuve sur les enjeux européens d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Mais par rapport à votre question, y compris par rapport à ce qu'a dit Bernard Cazeneuve, je pense que Trump va nous aider un peu, malgré tout, par boomerang. Ce qui me frappe le plus, là, dans les derniers jours, c'est que les attaques majeures qui ont été prononcées ou par Trump ou par Elon Musk ou par son entourage vont vers les pays européens qui sont le plus pro-atlantiques. C'est quand même incroyable. On connaît les tendances atlantistes de Danemark, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, parce qu'on parle de l'Union européenne néanmoins, il m'en manque un dans les trois... Et la Pologne. C'était pas la Pologne en l'occurrence. Ça va me revenir. Or, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'arrivée de Trump? C'est qu'il a attaqué directement et indirectement l'Allemagne, y compris dans l'aide à l'AfD, mais aussi par des déclarations très, très fortes contre l'Allemagne. Il s'est passé qu'ils veulent récupérer le Groenland, merci pour le Danemark, qui est précisément un pays qui était très atlantiste jusqu'à présent et avec lequel on avait du mal à avoir des accords. Je ne parle pas du Royaume-Uni où les attaques contre Starmer sont directes et ça produit un effet de rejet de la part du Royaume-Uni à l'égard des États-Unis. Donc bref, les principales attaques là sont, je parle de l'autre pays, c'était le Canada, mais ce n'était pas directement l'Union européenne, mais parmi les plus atlantistes, c'est les plus proches qui l'attaquent. Ça veut dire très concrètement que la conception qu'il a des relations, qui sont des conceptions très transactionnelles, dans l'intérêt d'abord des États-Unis, le reste, il s'en fout complètement, fait que même ses propres amis peuvent être les principales victimes et les premières victimes. Donc je pense que cela va contribuer à un effort de prise de conscience de nos intérêts communs. Et cela veut dire aussi, pour nous, je pense qu'on a intérêt à renouer une relation positive, je crois, ce qui se passe, mais il faut le faire de manière accélérée avec le Royaume-Uni qui risque d'être première victime alors que c'était le premier allié antérieurement. Donc la donne va beaucoup changer. Puis par ailleurs, une grande partie des engagements que vient de prendre Trump ne seront pas tenus parce que impossible à tenir. Une petite parenthèse, une de mes interrogations, le Groenland fait partie indirectement de l'Union européenne. Nous avons un très
traité de l'Union européenne qui fait qu'on l'a utilisé au moment des attentats. Et Bernard s'en souvient, qui est l'article 42.7 du traité de Lisbonne, qui dit que lorsqu'un pays est attaqué, les autres pays européens doivent répondre solidairement. Et cet article-là est plus fort que l'article 5 de l'Alliance Atlantique. Qu'est-ce qui se passe si les États-Unis attaquent le Groenland? Bonne question. Merci de l'avoir posée, mais la réponse n'est pas si évidente que ça. Mais voilà, on va être dans ce contexte-là. Et la seule réponse possible, c'est le renforcement de l'Union et la prise de conscience de cette nécessité, ce qui nécessitera un travail de vigilance, de détermination exceptionnelle par rapport à la situation d'aujourd'hui. Monsieur Cazeneuve, rapidement. Oui, moi je suis en parfait accord avec ce que vient de dire Jean-Yves. J'ajouterai juste deux choses. Le renforcement de la coopération au sein de l'Union européenne pour faire face au comportement de Trump suppose que deux conditions soient réunies, à mon avis. Mais je soumets ça à l'approbation de Jean-Yves. La première, c'est qu'on comprenne que l'Europe de la défense ne peut pas se faire en dehors du cadre de l'OTAN. Un pilier européen de sécurité et de défense dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Nous avons beaucoup pensé, nous les Français, que l'Europe de la défense pouvait se faire hors ce cadre. Or, justement, compte tenu du tropisme très atlantiste d'un certain nombre de pays européens, je pense que si nous voulons conforter face à Trump, qui menace de laisser sans concours américain la protection européenne, si nous voulons aller dans cette direction-là, d'un renforcement des atouts de l'Union européenne et de la solidarité européenne face à ce nouveau contexte, nous devons être clairs à l'égard de la Pologne, de l'Allemagne, de tous les pays de l'Union européenne qui pourraient participer à une ambition européenne de défense sur le fait que ça se fera dans le cadre de l'Alliance Atlantique, sinon ils n'y seront pas. Et puis un deuxième élément qu'a évoqué Jean-Yves à juste titre, c'est et là nous avons un rôle particulier à jouer, la France dans la relation avec ses partenaires. Et le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, mais il est sur le continent et c'est la deuxième puissance nucléaire du continent. Et nous sommes liés au Royaume-Uni par les accords de Lancaster House. Et donc nous avons un rôle particulier à jouer en renforçant, reprenant, développant ce qu'il y a de plus praticable dans les accords de Lancaster House, en étant en Europe, à travers la relation franco-allemande, ce qu'il en reste, capable d'être aussi un pont vers l'Europe plus continentale et de jouer ce rôle de lien entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe à travers les accords qui nous lient au Royaume-Uni pour essayer de faire en sorte que l'Europe de la défense ne se réduise pas aux initiatives susceptibles d'être prises par les pays de l'Union, mais aux initiatives qui sont susceptibles d'être prises par les pays de l'Union dans le cadre de l'Alliance Atlantique en liaison avec le Royaume-Uni, qui par ailleurs, comme le disait Jean-Yves, a un petit problème de positionnement et de relation avec les États-Unis, ce qui nous offre une opportunité de renforcer le lien avec eux. Merci beaucoup. Il nous reste encore 4 questions. Oui. On prend les 4, oui. Bonjour. Donc, question courte. Oui. Voilà, donc bonjour, Tanguy Métrope, donc je suis professeur d'histoire-géographie ici à Rennes, et je dirais sensibilité démocratie chrétienne. Voilà, vous avez dit, monsieur le Premier ministre, monsieur Cazeneuve, j'écoute avec attention, que l'esprit Charlie existe encore. Moi, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr, notamment dans les classes. Et quand on commémore les 10 ans de Charlie, puisqu'on nous demande de faire un échange avec les élèves, c'est très intéressant d'entendre ce qu'ils ont à dire. Alors, comme il y a des jeunes ici, j'espère qu'ils vont me démentir que l'esprit Charlie existe encore, mais je voudrais quand même signaler, il y a 2 choses qui nous posent problème aujourd'hui à l'école. Le premier problème, vous l'avez dit, c'est les réseaux sociaux, mais le deuxième problème, c'est l'État. Et je voulais juste dire pourquoi c'est un problème. Les réseaux sociaux, quand on est prof d'histoire géo, on doit faire un cours, mais on a 3 heures d'histoire géo par semaine, 1 heure d'éducation civique tous les 15 jours, ils passent 4h30 en moyenne sur TikTok ou sur les réseaux sociaux. Donc qu'est-ce qu'on pèse, nous, par rapport à ça ? On pèse pas grand-chose. Et ils vont voter pour qui, ces jeunes, demain ? Pour les gens qui voient sur ces réseaux-là. Nous, on pèse pas à côté. Donc c'est le premier problème. Quelle alternative aux réseaux sociaux ? Deuxième problème, l'État. Quand les profs d'histoire géo essayent de faire leur métier, enseigner la laïcité, que ce soit dans l'enseignement public ou dans l'enseignement privé, sous contrat, comme c'est mon cas, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On a vu ce qui s'est passé avec Samuel Paty. On n'arrive pas à faire notre métier. Et en plus, il y a des rumeurs qui partent sur les réseaux sociaux.
Et en une semaine, après un cours où Samuel Paty fait son métier, il se fait assassiner. Et que dit l'État ? Jean-Michel Blanquer, avec lequel j'ai un peu de mal pour la phrase qu'il a dit à la sœur de Samuel Paty, et lui dit « Madame, dans l'assassinat de votre frère, l'État n'a rien à se reprocher ». Comment on peut dire ça à quelqu'un qui... Voilà. Donc pourquoi ? Parce que l'État, aujourd'hui, c'est pas de vague. C'est ça qui se passe. On comprend la question. Merci, voilà. monsieur. Non, mais je veux dire, le pas de vague de l'État, c'est un vrai sujet, parce que quand les profs sont tout seuls en première ligne et pas défendus par leur hiérarchie, comment on peut faire respecter le principe de laïcité qu'on nous demande d'enseigner ? C'est quand même un vrai sujet. Ouais. Merci beaucoup. Donc on enchaîne les questions. Bonjour, Stéphane Oder, mes respects à Monsieur le Premier ministre. Alors, ma question va plutôt concerner l'aspect cyber. En fait, quand on voit que Trump va investir autant qu'il va investir et que nous, on est vraiment à la ramasse, en réflexion à ce qu'a écrit Monsieur Jean-Yves Le Drian, qui est l'ennemi ? Maintenant, où est l'ennemi et qui est le nouvel ennemi ? Je réagirai à ce que vient de dire monsieur. J'ai personnellement des professeurs d'histoire qui arrêtent certains sujets parce que ça ne sert à rien de les faire. Merci beaucoup. Troisième question. Merci. Alors moi, j'ai aucun mandat, si ce n'est celui de parent, et je rejoins des interrogations qui étaient posées tout à l'heure, et j'aurais aimé vous entendre développer la notion que vous présentiez en fin d'intervention sur cette place de la communication, justement, et quels sont les leviers que vous avez au niveau État pour justement éviter cette collusion qui est de plus en plus dramatique entre le politique et puis la communication, les réseaux sociaux. On a de moins en moins, et ça me fait du bien de venir au Breislav parce que j'ai un peu l'impression qu'on a les meilleurs, qu'on a de la rigueur intellectuelle, qu'on a du fond, mais des Christiane Taubira, des Jean-Michel Le Boulanger, tous ces gens qui prennent le temps de réfléchir, d'écrire, de nous porter un peu plus haut, eh bien... on aurait besoin et on regagnerait confiance en la politique si nos élus passaient plus de temps à écrire et réfléchir qu'à alimenter leurs réseaux sociaux. Et je suis complètement d'accord, effectivement, avec le prof d'histoire géo. Ma fille est en 3e, du coup, je l'accompagne un peu plus cette année parce qu'il y a le brevet. Elle a 17, je pensais que tout roulait. Et en creusant, c'est très creux. Parce qu'effectivement, il y a ces 4 heures quotidiennes qui sont consacrées aux réseaux sociaux. Donc voilà, quel levier on a aujourd'hui à l'État pour que tout ça... Merci beaucoup. Bonjour, je me présente, donc, je suis Enzo Rouvray, je suis étudiant à HEIP, et moi ce sera juste une question qui portera plus sur la géopolitique, et dans le cadre notamment de la lutte antiterroriste. Avec toutes les prisons syriennes qui ont été libérées le 8 décembre 2024 et qui abritent des anciens djihadistes, que peuvent faire aujourd'hui l'Union européenne et la France pour endiguer cette nouvelle menace qui, à l'avenir, et avec les prises de position turques, vont devenir sensiblement, je pense, un problème. Voilà, merci. Merci beaucoup. HEIP, peut-être ? Haute études internationales et politiques. Merci beaucoup. Donc, nous avons 4 questions totalement différentes. On va répondre à ces questions-là, messieurs, si cela vous va. Sur la Syrie, je vais essayer de répondre très rapidement parce que votre question amène à beaucoup d'interrogations tout à fait compréhensibles. Le fait que la dynastie Assad ait été liquidée par un groupe d'origine terroriste, même si Mohamed Al-Shara aujourd'hui est en train de a mis une cravate et fait des déclarations très très ouvertes pour consolider sa position transitoire. Il n'empêche que la mosaïque syrienne aujourd'hui une très grande complexité, que ce soit à l'ouest ou à l'est de la Syrie. Je vous rappelle qu'à l'est de la Syrie, il y a des prisons où sont enfermés les terroristes de Daesh après la chute de Daesh en 2019, c'est pas si vieux que ça, et ça se compte par milliers, qui sont tenus par des Kurdes, protégés indirectement par les États-Unis, parce qu'il y a encore 2000 militaires américains dans cette partie de la Syrie. Ce qui fait que si le moindre élément de ce dispositif tombe, à ce moment-là, on peut avoir la résurgence du terrorisme de Daesh. Moi, je suis très inquiet de cela aujourd'hui.
même si l'élément positif dans l'histoire est le fait que le Liban soit désormais stabilisé, et c'est une bonne chose, et que la porte d'entrée pour la communauté internationale, entre guillemets, de la zone va être maintenant plutôt le Liban, et c'est tout à fait opportun. Il importe que l'on puisse avoir un État syrien stabilisé, et stabilisé dans la reconnaissance des différentes composantes du peuple syrien. Parce qu'il y a à la fois les Kurdes, mais aussi les différentes composantes arabes, pour en faire une unité un peu fédérale, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et c'est tous les efforts des acteurs sur le terrain pour éviter aussi la prise en main par la Turquie de l'ensemble de la partie nord de la Syrie, même si les Turcs, d'une certaine manière, mais Bernard connaît bien l'histoire, nous ont aidés en partie à juguler les risques de terrorisme dans le passé. Je m'arrête là parce qu'autrement sur la Syrie, je risque de tenir plus d'une heure et donc on sera... Voilà. Monsieur Cazeneuve, peut-être en réponse à... Moi, je rajoute rien sur la Syrie. Je suis en parfait accord avec ce que vient de dire Jean-Yves et il connaît ces sujets parfaitement. Et bien entendu, la crainte, c'est celle d'une résurgence de groupes terroristes susceptibles de nous frapper, alors même qu'avec les frappes de la coalition, nous avions réussi à partir de 2014 à éradiquer Daesh et oui. On a encore frappé sur les groupes de Daesh, je dis nous, la France, fin décembre, et ça nous a apporté d'ailleurs les critiques des mêmes que ceux qui nous critiquaient auparavant. Hein. Je reviens sur le sujet de pas de vague et sur la question de... Bon, moi je ne sais pas, j'ai pas les éléments précis quant aux informations dont disposait l'État concernant ceux qui ont diffusé sur les réseaux sociaux un véritable appel à lyncher et à assassiner le professeur Samuel Paty. Ce que je sais simplement, c'est que le rôle des services de renseignement est de veiller précisément à la diffusion de ce type de messages, de telle sorte à pouvoir interpeller ceux qui les diffusent en amont de la commission d'un acte de cette nature. Donc, à partir du moment où les réseaux sociaux deviennent des espaces de diffusion des discours appelant, provoquant à la haine et pouvant engendrer des actes de violence concrets et réels, la loi sur le renseignement que nous avons fait adopter donne aux services de renseignement la possibilité d'entrer dans ce type de communication, d'identifier ceux qui s'en trouvent à l'origine, de procéder à leur mise sous surveillance des services de renseignement, à les judiciariser de manière à éviter qu'ils ne passent à l'acte. Donc, je dis ça pour le volet prévention, ministère de l'Intérieur. Ce que nous avons fait sur le plan législatif doit permettre à l'État d'être beaucoup plus efficace qu'il ne l'a été jusqu'à présent dans la prévention des actes terroristes. Pourquoi est-ce que sur Samuel Paty, ça n'a pas été possible ? Je n'ai pas les éléments pour en juger, mais en tous les cas, la politique générale est celle-ci, et tout ce qui s'est passé depuis que cette loi a été mise en place montre que les services de renseignement, sous un haut niveau de contrôle juridictionnel et de l'autorité administrative indépendante, la CNCTR, ont joué un rôle de prévention très efficace. Donc l'État n'est pas inerte, il peut agir, mais même lorsque l'État agit, 100% de précaution, c'est jamais le risque zéro, même si zéro précaution, c'est toujours 100% de risque. Et c'est aussi ça la difficulté de la lutte antiterroriste. Deuxièmement, pour ce qui concerne la question du soutien aux enseignants et de la possibilité de continuer à faire en sorte que l'école soit un sanctuaire, c'est une affaire qui concerne la société dans son ensemble. Moi, je me souviens de 1973, j'avais 10 ans, et mon père était un instituteur de la laïque, ce qu'on appelle un hussard noir. Et nous vivions dans l'école. Nous avions un petit logement de fonction dans l'école. Bon. Et cette école, elle n'était pas située n'importe où, elle était située à Creil, c'est-à-dire dans la ville où s'est posée la question du foulard. C'est dans cette ville-là. Et il s'avère que moi, j'ai fait toute ma scolarité au collège de Creil où la question du foulard s'est posée. Bon. Et donc je connais parfaitement ces établissements. J'y ai vécu mon enfance. En 1973, il y a la guerre et il y a une première tendance à l'exportation de la guerre entre Israéliens, Égyptiens, dans la cour de récréation. Mon père fait venir les élèves
dans notre propre cuisine de logement de fonction le samedi et le dimanche pour poursuivre les enseignements face aux élèves qui n'ont pas réussi leur semaine. Et il y a à ce moment-là des bagarres dans la cour de récréation. Et un samedi où les élèves pour poursuivre cet enseignement, un enfant de confession juive, un enfant de confession musulmane qui menace de se frapper. Mon père intervient immédiatement, les calme, et les parents viennent rechercher les enfants à la fin. Et mon père a un peu secoué les enfants. Et il donne l'information aux parents. Réaction des parents des deux confessions. Merci, monsieur l'instituteur, ils vont prendre une deuxième ratatouille en rentrant à la maison. Ça se passait comme ça. C'est une relation entre les enseignants et les parents, où les parents n'envisageaient pas une minute de ne pas appuyer l'enseignant dans son rôle d'éducateur, parce qu'ils savaient combien l'enseignant qui éduque jouait un rôle déterminant dans l'émancipation des enfants. C'est cette relation qu'il faut renouer. Et pour que cette relation soit renouée, il faut que le discours que je viens de tenir sur ce que doit être cette relation soit endossé par ceux qui ont la responsabilité de l'école. Et que ça devienne le rôle du chef d'établissement que de veiller à cela. Et que la moindre infraction ou entorse à ce principe doit pouvoir faire l'objet d'un soutien massif de l'administration au chef d'établissement, à l'enseignant, mais aussi de la part de la société, de rappel aux parents de leur responsabilité et de leur rôle. Bon. Ensuite, il y a un dernier point sur lequel je voudrais insister. Ça peut vous paraître un peu rude comme position. Mais si nous ne faisons pas ça, nous laisserons la vague d'extrême droite et de populisme déferler sur le pays. Nous sommes un État de droit. Nous offrons la possibilité à tous ceux qui vivent en France, quelle que soit leur origine et leur nationalité, d'avoir accès à l'école, d'avoir accès à la culture, d'avoir accès au sport. Le faisons-nous suffisamment ? La promesse républicaine est-elle suffisamment tenue ? Elle n'est jamais assez, et nous devons toujours faire plus pour faire en sorte que cette égalité réelle face à l'épanouissement individuel, à la connaissance, à la culture, soit le projet constamment mis sur le métier de la République. Mais nous le faisons malgré tout. Et la contrepartie de cela, c'est que nous devons pouvoir exiger avec la plus grande fermeté à l'égard des citoyens de ce pays qu'ils en respectent les règles, les principes. Et si la République n'est pas capable de dire cela et d'organiser les relations, y compris par le droit et la fermeté que la République doit aux citoyens à l'encontre de ceux qui ne respectent pas le droit de remettre les choses à leur place, alors il n'y a plus de société. Et donc, moi je pense que autant nous devons être ambitieux sur la promesse républicaine, autant nous devons cesser le discours sur la victimisation, qui est un discours de déresponsabilisation et qui est un discours de mensonge quant à la relation qu'entretiennent un certain nombre de citoyens à la République, qui ne les discriminent en rien par nature ou par volonté. Encore une fois, on peut considérer que la promesse républicaine doit toujours être poussée plus loin et avec davantage d'ambition, mais il faut arrêter ce discours de culpabilisation des institutions républicaines à l'égard de chacun, qui donne le sentiment que chacun est une victime de la République, alors que la République est là pour donner à chacun sa chance. Et là aussi, dans la famille politique de la gauche à laquelle j'appartiens, il y a un travail de perestroïka à faire, intellectuel. Parce que finalement, vous voyez, les pères fondateurs de la République, les radicaux, ceux qu'on appelait les radicaux ou les opportunistes au début de la Troisième République, ils n'avaient pas la main qui tremblait sur ces sujets-là. Et un Clémenceau, on lui a fait beaucoup de reproches, mais il savait où était la direction de la République. Tous ces grands républicains, ils ne se trompaient pas. Bon, si ce ne sont pas les républicains qui disent ça clairement, eh bien, on laisse le soin à ceux qui ne sont pas républicains de préempter ces sujets, d'instrumentaliser les situations pour affaiblir la République et faire triompher d'autres principes et d'autres valeurs qui sont très loin de nos bases. Donc, faut remettre tout ça sur le métier avec
Fermeté, clarté, sans ambiguïté. Il n'y a pas de république qui tienne là où il n'y a pas une fermeté à défendre ses principes. La République, ce n'est pas un régime qui accepte la mollesse. Pas un régime où les comportements émollients doivent pouvoir prospérer. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut devenir une espèce d'autoritaire, acariâtre, donnant des coups de menton et ne réglant rien. Non. La République, c'est aussi une sagesse, c'est aussi une nuance, c'est aussi un propos, une manière de se comporter quand on s'exprime, qui témoigne d'un respect des principes de la règle et d'autrui. Merci. Ouais. Effectivement, il est 11h57, M. Cazeneuve a un train à prendre derrière. On va donc être obligé de peut-être conclure en quelques mots, M. Cazeneuve, cette matinée que vous avez passée à nos côtés, aux côtés de ces Bretons réunis nombreux, pour vous écouter ce matin. Ma conclusion, c'est le bonheur. De ce moment passé avec vous, d'avoir retrouvé Jean-Yves, d'avoir retrouvé la Bretagne, d'avoir retrouvé le débat, le plaisir de l'échange. Ce qui me conforte quand même dans l'idée qu'on a raison de considérer que le Mont Saint-Michel est à mi-chemin de la Bretagne et de la Normandie. Parce que finalement, ce qui nous caractérise conjointement, les Bretons et les Normands, ça doit être un effet de la proximité de l'océan et de ce que le climat peut engendrer sur les tempéraments. Nous sommes violemment modérés. C'est ce que disait Tocqueville au sujet des Normands, mais je crois que ça vaut aussi pour les Bretons. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes totalement déterminés à faire prévaloir ce à quoi nous croyons. La modération n'est pas là aussi une manière de renoncer à ce à quoi nous croyons fondamentalement. C'est simplement une exigence presque éthique de regarder les événements tels qu'ils se présentent et de ne pas les instrumentaliser à des fins politiques, mais simplement d'essayer de les regarder lucidement pour pouvoir régler les problèmes. Et ça suppose un minimum de modération dans la manière dont les choses sont abordées. Et je crois que les Normands et les Bretons ont cela en partage, même si il y a chez les Bretons une capacité d'entêtement pas d'endettement, oui, d'entêtement. Articulez bien, M. Cazeneuve, on n'a pas compris. Que je vous envie un peu, oui, je dois dire. Merci beaucoup. Monsieur Le Drian. Je ne vais pas reconclure sur la conclusion de Bernard, que je partage complètement. Simplement vous dire que le Brexit continue. Et donc, il y a une continuité dans les thèmes que nous abordons. Rappelez-vous notre dernière rencontre avec Enrico Letta, ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Et donc, ce lieu est le lieu de réflexion et de modération à la fois. Et je vous convie à venir aux prochaines rencontres dont vous serez informés très rapidement. Merci. Merci beaucoup.